Bien le bonjour, Midi Keng sur e-Radio, le journal Khalifa Diakhaté. Voici les titres de cette édition. Rencontre Front National de Résistance, ministre de l'Intérieur. Attendu ce vendredi, les plénipotentiaires désignés du Parti démocratique sénégalais compromis suite au refus hier de Aly Ngouille Ndiaye de rencontrer le FNR. Faute de statut légal, selon ces termes, l'objet passer au peigne fin. Le fichier électoral, rendez-vous annoncé pour la semaine prochaine. Ça sent le roussi entre le ministre des Télécommunications et le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. La pomme de discorde, la teneur du projet de code des communications électroniques. Le chef de l'État aurait moyennement apprécié une tentative du ministre Abdoulaye Bibi Baldé de faire reconsidérer le texte pour contrôler l'ARTP. Cet enseignant des sciences de la vie et de la terre qui a tranché la gorge de sa femme jeudi à Fissel Mbadane. L'homme ne jouirait pas de toutes ses facultés. Son épouse était enceinte de 9 mois. Il a été aussitôt arrêté. Le dossier de e-Radio sur la récurrence de ce que l'on pourrait qualifier de crime passionnel à suivre dans ce journal. Et puis en sport, les Lions de la Teranga sont à 24 heures du face-à-face avec la Guinée équatoriale. Les garçons de Aliou Cissé déterminés à réaliser un sans faute. Mise en onde Aliou Diassé au micro Khalifa Diakhaté. Bienvenue. Table brûlée, forte présence de la police. C'est le décor qu'offre le rond-point de Colobane ce matin. Des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre aux vendeurs de friperies. Ces derniers entendaient manifester contre une opération de déguerpissement. C'est en marge de l'ouverture du garage de Dakar Demdik sur place. À ce propos, l'un des délégués des marchands, Talangom, au micro e-radio de Pape Ibrahim Ndiaye. Nous sommes des fils du pays. Ça fait 25 ans que nous sommes là. C'est très difficile. Nous n'avons pas le choix. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est une situation irrégulière parce que c'est une occupation anarchique d'ailleurs, vais-je dire. Nous avons rencontré le préfet et c'était encore difficile. C'était pour négocier. Il nous a avertis quand même. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous avons des difficultés. On n'a pas où aller. Donc, ils doivent pouvoir nous comprendre. Aujourd'hui, nous rencontrons d'énormes difficultés par rapport à cette situation. e-Radio, la suite avec le front de résistance qui passe à la loupe le fichier électoral la semaine prochaine. Faute de statut légal, le ministre de l'Intérieur a éconduit le FNR hier, jeudi. Le compromis des plénipotentiaires du Parti démocratique sénégalais qui seront désignés aujourd'hui. L'opposition leur donne mandat pour la vérification du fichier électoral. Les membres du front s'en réjouissent, mais pas sans souligner à leurs yeux d'autres zones d'ombre dans le processus électoral. Baba Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, donne l'accès du fichier électoral au Front de résistance nationale. Une première victoire, selon Bruno D'Erneville, président du Parti pour l'action citoyenne. Nous sommes très satisfaits de cette première victoire. Mais il ne s'agit que d'une première victoire, parce que c'est un point parmi tant d'autres qui ont été mis sur la table pour faire en sorte que cette élection soit bonne. La loi a été cette fois bien lue par le ministre de l'Intérieur, qui a enfin compris que c'est bien notre droit à accéder à ce fichier, à pouvoir le contrôler. Le Front de résistance nationale est prêt, dit-il, aucune inquiétude sur l'ultimatum du ministre. Il nous donne un délai de quelques jours pour revenir. Peut-être que c'est une façon de nous dire que c'est encore lui qui commande, mais qu'il ne s'inquiète pas pour ça. Nos experts sont déjà prêts. Les lettres vont être déposées sous l'entête de chaque parti. Bruno D'Erneville et ses camarades mettent en garde le ministre de l'Intérieur. Ils exigent la totalité du fichier électoral. Il ne va pas nous donner une moitié de dossier, il va nous donner la totalité, l'intégralité du dossier. C'est la teneur. Nous voulons avoir l'accès à l'intégralité du fichier pour pouvoir contrôler le vote prochain. Les partis du Front de résistance nationale vont par conséquent désigner le plénipotentiaire aujourd'hui et se rendront après le Gamou au ministère pour examiner le fichier électoral.
Affaire Karim Wade, le comité des droits de l'homme de l'ONU qui donne un ultimatum à l'État du Sénégal pour la révision du procès de Karim Wade. C'est impossible selon El Hadj Gorgui Wade Ndoye. Le journaliste sénégalais correspondant auprès des Nations Unies pense qu'à l'état actuel des choses, le verdict du procès de Wade fils ne peut être revu, d'autant plus que toutes les voies de recours ont été épuisées. El Hadj Gorgui Wade Ndoye au téléphone e-radio de Adama Anouchkaba. Le comité, ce n'est pas son rôle de donner d'ordre à un État. Le comité donne des avis aux États. C'est important que le Sénégal, qui est quand même membre de la communauté des nations, puisse aussi respecter ce qu'on lui conseille de faire. Ceci dit, on ne peut pas, à l'état actuel d'une affaire qui a été jugée aussi au niveau des plus hautes institutions du pays, dire qu'il va falloir refaire le procès de Karim Wade. Le procès de Karim Wade ne peut pas être refait. D'autant plus que toutes les voies de recours ont été donc saisies. Donc concrètement, au niveau du droit national, il n'y a rien qui va bouger. Mais moralement, au vu aussi de ce que le Sénégal représente au niveau international, effectivement, c'est important. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. La brouille au sommet de l'État, le projet de code des communications électroniques serait à l'origine. Le ministre des Télécommunications aurait tenté de glisser des lignes qui lui permettraient de contrôler la RTP. Tentative pas au goût du chef de l'État Macky Sall. Abdoul Karim Sall, directeur général de l'autorité de régulation, semble faire dans le clair-obscur, dans l'appréciation notamment de ce tableau. Ousmane Gueye. Allez voir côte à côte à la cérémonie d'ouverture officielle du Forum Francophonie de Dakar hier, on a du mal à croire que Abdou Karim Sall et Abdoulaye Bibi Baldé n'émettent plus sur les mêmes ondes. Lorsque nous l'avons interpellé sur ces révélations persistantes, le directeur général de l'ARTP semble surpris, même si sa réponse ne balaie pas pour autant les supputations. Cette information ne m'engage pas. S'il y a des communications entre moi et les autorités, c'est des communications que je ne mettrai jamais à la disposition de la presse. Si je dois m'exprimer sur des sujets, je les exprime. Par contre, s'il y a des informations qui sont parties de la presse, allant dans le sens que vous venez d'indiquer tout à l'heure, je pense qu'il faut interroger ceux-là qui sont responsables de ces informations. Hier, Libération, aujourd'hui, Source A, d'après le journal, Abdoulaye Bibi Baldé a tenté en catimini d'introduire des modifications dans le futur code des communications électroniques pour mettre la main, en quelque sorte, sur le régulateur des télécoms et des postes et que le chef de l'État, tout comme la Banque mondiale, aurait dit niet. Le fond de l'affaire, si on peut parler d'affaire, c'est donc la révision du code des télécommunications devenu par endroits obsolète et sur la volonté prêtée à l'État de vouloir bloquer certaines applications telles que WhatsApp. Abdou Karim Sall répond ceci. Moi, je pense que l'État n'a pas besoin d'avoir un code de télécommunication pour cela. Il faudrait quand même qu'on soit très clair. Nous élargissons le débat avec le directeur général de la RTP dans le magazine e-Tech de ce dimanche. Beaucoup d'autres questions d'actualité abordées, notamment les dysfonctionnements à répétition sur le réseau téléphonique. e-radio 12h09, Fissel Mbadane, un professeur des sciences de la vie et de la terre qui égorge sa femme. L'homme ne jouirait pas de toutes ses facultés. Le crime a eu lieu hier jeudi. La victime était enceinte de 9 mois. La brigade de gendarmerie de Tchadjaï a mis la main sur l'homme aussitôt après le crime. Des crimes du genre prennent au Sénégal des allures de phénomènes macabres. e-radio s'y arrête avec Stéphane Bassigalipo. Les violences conjugales, encore à la une de l'actualité. Après un mari brûlé, une scène d'horreur frappe la commune de Fissel Mbadane, avec l'égorgement d'une ménagère de 22 ans à terme d'une grossesse par son propre époux. Selon le psychologue Ladib Ndiaye, la violence retrouvée dans ces actes pousse à méditer sur ses dérives. Qu'est-ce qui provoque cette violence? Est-ce que c'est les prédispositions individuelles ou bien c'est l'environnement psychosocial? Moi, je trouve que c'est l'environnement psychosocial parce que la pression que se mettent les gens dans cette société à vouloir obtenir coûte que coûte ce qu'ils veulent conduit à la violence. Vouloir se marier ne veut pas dire pouvoir assumer cette responsabilité, rappelle le sociologue Abdouhadr Sanoko. Les pistes de réflexion devraient être maintenant aller dans le sens de la préparation des uns et des autres par rapport à l'entrée au mariage. J'ai comme l'impression qu'on se précipite du jour au lendemain. On se marie sans pour autant comprendre que c'est des moments très intenses de sacrifice
de difficultés à surmonter. Donc c'est pas une histoire d'âge ou d'argent. C'est pas parce qu'on a l'âge ou on a l'argent on doit se marier. C'est parce qu'on est prêt. On est prêt psychologiquement pour vivre à deux, pour supporter les défauts de l'autre, pour supporter ces bêtises, excusez-moi du terme, pour supporter les trahisons, pour supporter les mains. Et ça, je suis désolé, les Sénégalais ne sont pas assez préparés pour ça. Ils se disent, j'ai l'argent, j'ai l'âge, hop, je m'engage au mariage. Conclusion, beaucoup de déceptions, beaucoup de surprises, beaucoup de frustrations et beaucoup d'actions et de faits de ce genre. Qu'en pensent nos hommes religieux? Imam Kanté donne sa position. Il faut que l'on revienne à la raison et à la foi, qu'on soit raisonnable, qu'on soit croyant, pas seulement dans la langue, mais dans les attitudes. Quand vous avez quelque chose qui ne marche pas, quand vous n'êtes pas content, il faut surtout pas suivre la colère. Il faut surtout pas dire « je vais me faire justice moi-même ». Il faut d'abord reprendre ses esprits, prier, ensuite parler avec des gens qui ont de l'expérience, des gens qui vous donneront de bons conseils. Sinon, vous allez faire des erreurs que vous pouvez regretter toute votre vie. Un point fait l'unanimité. Si la situation conjugale devient pénible et que toutes les solutions échouent, pourquoi ne pas se séparer dans le respect? Stéphanie Galli-Bachuko, vous suivez iRadio, il est 12h12, la suite du journal. L'info en continu sur www.imedia.sn. Énergie à présent avec Engie qui signe avec la Sénélec. Il s'agit de contrats de rachat d'électricité. Les sociétés françaises et sénégalaises s'accordent sur deux centrales solaires de 60 MW. Les enjeux et perspectives de ce partenariat vert, c'est avec Awa Diop. Cet accord de partenariat est valable pour 25 ans à partir de la mise en service des infrastructures photovoltaïques qui auront une capacité combinée de 60 MW. Elles seront implantées dans les localités de Kaon, dans la région de Kaolack et de Kael, dans la région de Touba. Les deux parties n'ont pas communiqué sur le coût du projet. Mais la signature de cet accord intervient après l'obtention des marchés par Engie en avril 2018. Sur ce, Engie et son partenaire d'investissement Meridiam détiendront chacun une participation de 40% dans la société. Le fonds souverain sénégalais FONSIS sera également actionnaire à hauteur de 20%. Selon les initiateurs, ce projet vise à soutenir le développement durable grâce à la réduction des coûts de l'équipement solaire en permettant au Sénégal de générer de l'énergie propre à un prix accessible à tous. Mais booster la production énergétique du pays est aujourd'hui encore une nécessité, surtout dans les zones rurales du Sénégal, avec 65% de taux d'électrification au niveau national et seulement 33% dans les campagnes. L'électrification rurale est un enjeu majeur à une meilleure compétitivité économique du Sénégal. Awa Diop, le mix énergétique, une belle option aux yeux de spécialistes du secteur. L'un d'entre eux, Souleymane Niang, qui souligne cependant que la démarche idéale serait de cheminer avec l'expertise locale. Ce que je voudrais juste pointer, c'est que l'option, c'est toujours de faire des banques centrales de l'ordre de 60 MW. Et le plus clair du temps sont installés par des spécialistes étrangers. Alors je me suis demandé pourquoi Sénélec n'installerait pas ses propres installations, parce que ce n'est plus difficile à faire et puis c'est trop rentable. L'option qui me paraît la plus intéressante, c'est ne plus se focaliser sur les grandes centrales, mais de démocratiser un peu la production énergétique en permettant aux entreprises de créer des installations, donc de produire leur électricité à un moindre coût, donc de l'ordre de 25 francs, au lieu de payer plus de 100 francs. En le faisant, ils économiseraient de l'argent et cela permettrait de dégager beaucoup plus de bénéfices et donc l'argent resterait dans le pays. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Mais ce qu'il faudrait surtout faire, à mon avis, c'est qu'il faut aller beaucoup plus vers l'autoconsommation commerciale. Vous suivez Midi Keng sur iRadio, la suite du journal avec les déplacés de la Casamance, le retour Bercail qui s'avère souvent compliqué, même relativement complexe. L'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales de la zone prend en charge cette problématique. Un atelier a été organisé dans ce sens pour justement l'accompagnement des intéressés. L'intérêt de cette rencontre avec Falun Dong. Dans de nombreuses localités de la Casamance, les populations étaient obligées de fuir à cause de la guerre. À Boutoupo Kamarakunda, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Ziguinchor, certains habitants sont de retour certes, mais beaucoup d'autres n'ont toujours pas rallié leur localité pour diverses raisons. Malan Gassama est le maire de Boutoupa Kamarakunda. La commune de Boutoupa Kamarakunda compte 24 villages, seuls 13 villages sont retournés. Les 11 sont encore à Ziguinchor ou en Gambie ou en Guinée. Ces villages non retournés cherchent
cherchent vraiment à rejoindre le bercail parce que ne peuvent plus supporter cette façon de vivre. En plus d'un retour difficile, les populations font face à une précarité notoire, d'où la nécessité de prendre des mesures pour les accompagner à s'installer définitivement dans leur terroir. Malang Gassama. Ceux qui sont retournés au bercail, effectivement, ils tirent le diable par la queue parce qu'ils sont restés longtemps hors de leur village. Ils viennent de retourner. Alors donc, ils sont en train de s'installer difficilement. Donc aussi, ces populations demandent à être assistées, à être accompagnées en termes de vivre, n'est-ce pas, de soins médicaux. Aussi en termes de scolarité des enfants parce que certaines localités jusqu'ici n'ont pas d'école. Pour l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ce projet de réintégration va prendre en charge les préoccupations des populations. Ansou Sané, directeur général de l'ANRAC. Lancer ce processus-là qui va nous permettre d'élaborer un projet multidimensionnel qui prendra en compte l'ensemble des besoins réels de ces populations, tant dans le domaine de la sécurité que de l'hydraulique, que de la construction d'habitats, mais aussi sur des questions de réinsertion économique. Une volonté commune de faire en sorte que ce processus-là puisse aboutir. Et je crois que c'est l'aspiration de ces populations-là. Une bonne nouvelle pour ces populations de Boutoupa, Kamarakunda et autres localités de la Casamance dont le seul souhait est de retrouver leur terroir pour vivre en toute tranquillité. La suite du journal avec la perspective du Gamou 2018 à Tivaouane, les élèves déjà en vacances, des vacances non autorisées. Le corps professoral, évidemment, désapprouve. Sa principale préoccupation, l'impact sur le quantum horaire. Tout de même, des cours de rattrapage sont envisagés. Selon Elhadj Diop, principal du CM Ababakar Sy de Tivaouane, il est au micro de notre envoyé spécial, Mohamedou Kandji. À la veille de chaque Gamou, les autorités académiques prévoyaient des congés, les congés Gamou, 3 à 4 jours avant le Gamou, 2 ou 3 jours après. Parce que le congé pour cette année, du mardi 13 au jeudi 22. Malheureusement, le lundi, les élèves ont anticipé. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre 24 heures pour prendre leur congé. Chaque année, à la veille, pendant le Gamou, nous perdons 8 à 10 jours. Évidemment, ce sont des jours ouvrables et nécessairement, ça va impacter sur le quantum horaire. Évidemment, nous essayons au niveau de chaque établissement de remédier à ça en organisant des cours de rattrapage pendant les vacances de Noël. Les professeurs essaient de trouver une méthode de remédiation pour quand même combler ces heures perdues. L'actualité internationale sur e-Radio. L'actualité internationale de ce midi, Bokar Alpha Khan à la réalisation de ce midi passe les clés justement à Aminata Ndiaye Sarr qui nous fait le round-up de cette actualité internationale tout de suite. Au Gabon, le premier conseil des ministres sans le président Ali Bongo Ondimba, toujours hospitalisé en Arabie Saoudite, s'est tenu ce matin. Ce conseil présidé par le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, a été possible grâce à une décision de la Cour constitutionnelle. Elle a écrit un nouvel alinéa sur l'article 13 relatif à la vacance du pouvoir. Cette décision prise par haute juridiction du Gabon choque l'opposition et la société civile. Au Zimbabwe, au moins 42 personnes ont péri dans l'incendie d'un bus. Le drame est survenu dans la nuit d'hier dans le sud du pays. La cause de cet incendie est pour le moment inconnue, même si certains parlent d'une bonbonne de gaz appartenant à un passager qui aurait explosé. En Grande-Bretagne, un vote de défiance contre Theresa May se prépare. C'est ce qu'ont rapporté aujourd'hui plusieurs médias britanniques. Et selon le rédacteur en chef du site d'information Brexit Central, qui cite une source fiable, au moins 48 élus conservateurs ont déposé une lettre réclamant une motion de censure contre le gouvernement. Des responsables parlementaires au service du gouvernement britannique ont été convoqués au Parlement et informés de la probable tenue de ce vote. Le journal des sports de e-Radio. Bien Gueye Seydina Ababakar. Oui, bonjour Khalifa. Et nous parlons de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le Sénégal qualifié, mais toujours déterminé. Et c'est cela pour rester invaincu. Effectivement, les Lions comptent aborder ce match contre la Guinée équatoriale comme une rencontre normale. Ils ne veulent pas se laisser distraire ou démobiliser par leur qualification précoce. Autour de leur capitaine Cheikhou Kouyaté, les Lions rugissent d'une voix commune. Écoutons tour à tour Cheikh Ndoye, Lamine Gassama et Cheikhou Kouyaté lui-même.
Non, mais on est des compétiteurs. C'est vrai qu'on est qualifié, mais on a envie de gagner. C'est pas facile du tout par rapport à la concentration, mais nous on sait très bien ce qui nous attend et on doit terminer en beauté. Le plus important, il faut qu'on gagne et on est venu pour gagner. On sait que tous les matchs sont difficiles, mais ce que je peux dire, c'est qu'on peut aborder ce match avec un peu plus de sérénité vu qu'on est qualifié. Et maintenant, on va tout faire pour gagner ce match. On en a tous envie de le gagner, on fait le maximum pour bien le préparer, parce qu'on a aussi un objectif, c'est de finir premier de ce groupe, donc on ne sous-estime pas du tout cette équipe et on va faire le maximum pour leur poser des problèmes et gagner ce match. Ce ne sera pas un match facile, mais bon, nous on est là aujourd'hui pour gagner ce match, parce qu'on sait bien qu'il y a la place on va prendre la première place et pour ça il faut gagner le match de samedi et nous on travaille dur pour ça et je pense que voilà, mon groupe est prêt. Tout comme les joueurs que nous venons d'entendre, Maître Augustin Senghor veut aborder ce match avec sérieux et application. Le président de la Fédération sénégalaise de football veut rester dans l'esprit de la compétition. Si on veut rester professionnel, je pense qu'aujourd'hui on sait qu'un objectif est atteint et quand on est ambitieux, on s'en fixe d'autres et aujourd'hui c'est essayer de gagner tous nos matchs autant que faire se peut, mais surtout garder la première place de notre groupe qui est notre place naturelle. Et pour cela, je pense que les joueurs seront motivés. Quand on y ajoute que ces matchs doivent aujourd'hui servir à la préparation de notre équipe nationale pour la prochaine CAN, je pense que nos joueurs vont jouer ce match-là à fond pour gagner. Et puis nous parlons de taekwondo avec la souffrance des lions de la Teranga lors de la première journée. La paire sénégalaise Adama Ndiaye Aïta Ndiaye a terminé 13e sur 26 pays. Le junior Abdou Khader Djelanessi a lui été éliminé dès le premier tour. L'entraîneur Maître Bamba Mbaye, que nous avons écouté dans nos éditions d'hier, a évoqué le retard que les Lions ont accusé parce qu'ils ont été bloqués, on l'a dit il y a 2 jours, on l'a répété hier à l'aéroport de Hong Kong, jusqu'à la veille de la compétition. Finalement, ils n'ont eu que 2 heures de sommeil et de récupération avant d'aborder la compétition. Mais aujourd'hui, ils espèrent de meilleurs résultats avec Adama Ndiaye qui va compétir dans la catégorie des moins de 30 ans et Abdourahmane Ba qui va compétir dans la catégorie des moins de 50 ans. Ils vont essayer d'avoir de meilleurs résultats que les Lions qui étaient sur des lirlas à la mosquée tout à l'heure. Ah, peut-être que ça va changer la donne. Et on parle de l'Assemblée générale du Casa Sport. Le club du Sud tient ses états généraux alors que ses supporters sont toujours divisés. Oui, c'est une double assemblée générale extraordinaire et ordinaire du Casa Sport ce samedi 17 novembre à Ziguinchor. Pour cette rencontre, plusieurs points sont à l'ordre du jour, même s'il n'y a aucune candidature annoncée. Seydou Sané, l'actuel président du club, devrait être reconduit après la mise en place d'un nouveau comité directeur. Écoutons Aminata Ndong. Après 2 reports, l'Assemblée générale du club fagnon de la capitale du Sud va se tenir ce samedi. Il s'agit de valider les statuts, revoir le règlement intérieur et renouveler les 33 membres du comité directeur du club, Siaka Bodian, et le secrétaire général du Casa Sport. D'abord une Assemblée générale extraordinaire pour valider les nouveaux textes du club, amendés lors des assises du 12-13 mai 2018. Et ensuite une Assemblée générale ordinaire qui va se charger de faire le bilan de 4 ans d'exercice et qui pourrait donc renouveler intégralement le comité directeur du Casa Sport pour les 4 prochaines années. Aucune candidature n'a été déclarée pour la présidence du club. L'actuel président Seydou Sané devrait remplir pour un 2e mandat. Pour dire vrai, il n'y a pas de candidature déclarée pour le poste de président. Même le président en poste, Seydou Sané, n'a pas déclaré de candidature pour sa reconduction. Mais nous osons croire qu'il n'y a pas de raison qu'il ne rempile pas, que avec lui, nous avons commencé une nouvelle dynamique dans le cadre de la professionnalisation du club, et que donc il est au début de cette nouvelle dynamique-là. Il est au cœur de cette dynamique-là et alors je voudrais qu'avec son équipe, qu'il continue et qu'il accompagne cette dynamique-là qui a été enclenchée depuis maintenant 2 mois et qui va peut-être nous permettre d'ici peu d'atteindre les sommets en termes de professionnalisation du club. Le secrétaire général du Casa Sport d'ajouter que ceux qui vont prendre part à cette assemblée générale tant attendue sont les déteneurs de la nouvelle carte de membre du Casa Sport éditée en 2018. Céline Bagay, merci. Juste une petite précision ou un rappel ou une annonce plutôt. Non, c'est juste dire que le condensé de l'actualité sportive, c'est à retrouver sur immedia.sn.
Merci Seydina Abagay. La suite de ce journal avec les 197 000 tonnes de déchets enregistrés au Sénégal chaque année. Les écologistes s'en désolent. Qui plus est, seules les 8 000 tonnes sont recyclées. Chiffre avancé par la direction des financements verts. Oumou Kalsoumba pour plus de détails. Le Sénégal enregistre chaque année plus de 193 000 tonnes de déchets plastiques. Selon la direction des financements verts, seules 8 000 tonnes sont recyclées, une situation qui émeut les écologistes. D'ailleurs, Ali Haïdar estime qu'il faut une volonté politique pour faire face à ce mal. Il faut que l'administration applique les lois. Bon, je pense que le premier levier est une très forte volonté politique parce que c'est une question de sensibilisation. S'il n'y a pas une volonté politique très forte comme l'a fait le Rwanda et qui est un pays propre. D'après le secrétaire général de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal, la lutte contre les déchets plastiques nécessite également l'implication des populations. Cela passera par une vaste campagne de sensibilisation. Il faut que à l'école, les enfants, dans le programme éducatif, ils soient pris en compte ces questions d'éthique et d'environnement. Pour que les populations aient envie d'avoir une ville propre. Parce que moi, j'ai toujours dit que les villes ne sont pas, ce sont les gens qui habitent dans ces villes qui sont sales. L'économie verte, plus qu'un effet de mode, mais un impératif dans un contexte mondial de bouleversements économiques, écologiques et sociaux. Cette économie attache une importance à la préservation de l'environnement et à la restauration de la justice sociale. Un enjeu que l'État du Sénégal semble saisir, car le ministère de l'Environnement a lancé un nouveau concept d'économie verte. Objectif, améliorer le bien-être humain et l'équité sociale tout en réduisant considérablement les risques environnementaux. Oumou Kalsoumba, à présent, la revue de la presse avec Ousmane Gueye. Le rapport du comité des droits de l'homme de l'ONU, Karim Wade, le pouvoir, suite et pas fin. Comme le relève la Tribune ce matin, la polémique ne fait que commencer. Dans l'AS, le tout nouveau coordinateur des cadres républicains ne veut pas entendre parler d'une condamnation du Sénégal. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, l'interprétation donnée à l'affaire par l'opposition n'est qu'une tentative de plus pour discréditer la justice. Ce qui fait dire à Vox Populi que les cadres de l'APR cassent la décision. Et par conséquent, si Karim Wade revient sans passer à la caisse, ce sera l'effondrement de notre système judiciaire, prévient le maire de Yoff dans Les Échos. Mais le journal fait remarquer que sur bien des points, l'ancien ministre sous son père a tout de même été débouté. L'annulation de la déclaration de culpabilité et de la contrainte par corps rejetée, tout comme sa demande de réparation de préjudice, qui devrait entre les partisans et les adversaires du candidat déclaré du PDS de cette affaire indigeste. Comme le dit Enquête, une chose est au moins sûre, Karim presse le maquis pour reprendre Sud Quotidien. Quelqu'un aurait-il tenté de presser le chef de l'État pour un rattachement de la RTP au ministère des Télécommunications? Source A, dans la suite de Libération, révèle que le ministre Abdoulaye Bibi Baldé aurait introduit des modifications dans le projet de code des communications électroniques pour contrôler l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, et le tout en catimini. Ce qui aurait fâché le président de la République, mais pas seulement, d'après les confrères, puisque même la Banque mondiale se serait dressée contre les retouches prêtées au ministre des Télécommunications. Les confrères s'intéressent ce vendredi à un autre sujet tout aussi controversé, le fichier électoral. Et c'est pour dire que le Front de résistance nationale obtient finalement une victoire significative sur la route du palais, selon Sud Quotidien qui souligne que le ministre de l'Intérieur a fini par accepter le contrôle du fichier général des électeurs. Un bon début, commente l'analyste Ibrahim Bahoum à la page 4 de Source A. Source A qui s'arrête en cette fin de semaine sur les dépenses de personnel dans les cabinets du Premier ministre et des ministres. John et ses ministres coûtent 700 milliards CFA par an, titre Le Quotidien. Et parmi le personnel pointé du doigt, la vingtaine de gardes du corps du chef du gouvernement, les effectifs des cabinets ministériels peu stables avec une hausse de 6% depuis 2016, près de 318 chauffeurs entre la justice, la santé, l'agriculture, les affaires étrangères, le travail. À côté de cette indignation, l'émotion. Grosse émotion relayée par la presse du jour.
jours. Un professeur de sciences de la vie et de la terre qui passe le couteau sur la gorge de son épouse en état. Ça n'a rien à voir avec de l'expérimentation. Il s'agit d'une scène bel et bien réelle. Vox Populi écrit que le bébé n'a pas malheureusement pu être sauvé après cet acte commis par le mari visiblement dérangé. Son histoire en détail publiée par l'Observateur. Saliou Ngom, exempté de cours cette année, est sujet à des troubles mentaux ponctués par des crises d'hystérie, précise l'Obs, qui pointe par ailleurs des rapports peu complices entre les deux époux. De son côté, l'AS donne des nouvelles de l'agression au pont de l'Émergence à Dakar. Les malfaiteurs présumés sont finalement tombés et déférés hier au parquet, rapporte le journal. De son côté, Vox Populi rectifie, la victime n'a pas rendu l'âme, contrairement à ce qui a été dit. Pour preuve, Vox Populi rapporte que Kourandiaï a été auditionné par les enquêteurs et pendant ce temps, les Lions poursuivent leur séjour en Guinée équatoriale. Ils devraient quitter ce vendredi Malabo pour Bata selon Record. Une seule priorité affichée par Augustin Senghor, effacer l'échec de 2012. Ousmane Gueye, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce Midi King de e-Radio, la rencontre Front National de Résistance et ministre de l'Intérieur, attendue ce vendredi. Les plénipotentiaires désignés du Parti démocratique sénégalais, un compromis suite au refus hier jeudi de Aly Ngouille Ndiaye de rencontrer le FNR, faute de statut légal selon ces termes. L'objet passer au peigne fin, le fichier électoral. Rendez-vous à Ness donc après le Gamou, donc ce sera pour la semaine prochaine très certainement. Ça sent le roussi entre le ministre des Télécommunications et le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. La pomme de discorde, la teneur du projet de code des communications électroniques. Le chef de l'État aurait moyennement apprécié une tentative du ministre Abdoulaye Bibi Baldé de faire reconsidérer le texte pour contrôler l'ARTP. Cet enseignant des sciences de la vie et de la terre qui a tranché la gorge de sa femme jeudi à Fissel Mbadane, l'homme ne jouirait pas de toutes ses facultés. Son épouse était enceinte de 9 mois. Il a été aussitôt arrêté. Le bébé n'a pas pu être sauvé, vous l'avez entendu dans la revue de la presse de Ousmane Gueye. Et puis le dossier de e-Radio a été consacré à la récurrence de ce que l'on pourrait qualifier de crime passionnel que vous avez suivi dans ce journal. En sport, les Lions sont à 24 heures du face-à-face avec la Guinée équatoriale. Les garçons de Aliou Cissé déterminés à réaliser un sans faute. Les garçons d'Aliou Cissé déjà qualifiés pour la CAN 2019 au Cameroun. Mise en onde de ce journal, Aliou Diassé au micro, Khalifa Diakhaté à la réalisation, Bokar Alpha Khan. Dans un instant, Tonton Ada Silemouniel, Yonou Gamou à la suite. Et tout de suite, Salim To, des sonorités qui parlent au ventre. Les initiés ou les plus âgés comprendront. Bon appétit. يا